Bienvenue, Amine Diouri. Merci Rachid, merci pour ton invitation. Merci de l'avoir accepté. En tout cas, je rappelle que vous êtes directeur des études et responsable du programme Don't Trade à Inforisque. Oui. Donc l'occasion avec vous aujourd'hui, Amine Diouri, de parler de la conjoncture et du contexte inflationniste et l'impact microéconomique pour l'entreprise. Je rappelle que vous êtes aussi, que vous avez comme cœur d'expertise les délais de paiement. Oui. On va revenir aussi sur cette loi progressive, en tout cas qui a adopté la progressivité. Mais démarrer sur le contexte actuel, inflation, qui est toujours présente, omniprésente, et l'impact aujourd'hui au niveau de l'entreprise, mais pas forcément n'importe quelle entreprise, la TPE. Effectivement. Parce que c'est celle dont on parle jamais, qui est majoritaire dans le tissu productif. Ouais. Et quid des conséquences et impacts de cette inflation généralisée? Oui, alors rapidement, les TPE, qu'est-ce qu'elles subissent? Déjà, il y a une période Covid. C'est-à-dire qu'effectivement, la TPE souffre déjà énormément d'un environnement hostile, difficile, les délais de paiement, l'accès au marché public. Arrive le Covid, ça dure quasiment 2 ans, 1 an et demi, 2 ans. Malgré les aides de l'État, qu'est-ce qu'on constate? C'est un impact fort sur une dégradation de leur chiffre d'affaires. Arrive tout de suite après la crise Covid, et là, l'inflation, ça a un impact concrètement sur leur marge. Donc, moins d'argent, et en plus, donc, la conséquence, elle est sur leur trésorerie. Je rappellerai une étude du HCP qui est très intéressante, qui disait que moins d'une entreprise sur 2 a plus de 1 mois de visibilité en termes de trésorerie, c'est-à-dire 0 marge de manœuvre pour ces entreprises-là, et notamment pour la TPE, c'est-à-dire qu'il leur arrive la moindre galère, elles ferment. Donc c'est ça. Et alors après, les conséquences, évidemment, ça se voit. Aujourd'hui, difficile de le mesurer d'un point de vue purement financier. Parce qu'on n'a pas de data précisément là-dessus. Non, c'est pas qu'on n'a pas de data. C'est qu'il y a un décalage. Il faut prendre le temps d'analyser. C'est-à-dire qu'on va analyser ça sur les bilans 2022, 2021, 2022, et on commencera à avoir une idée plus précise. Mais ça, on le verra que l'année prochaine, concrètement. Mais par contre, là où on voit en instantané les conséquences, c'est par exemple sur les défaillances d'entreprise. Et on le voit clairement depuis le début de l'année, sur le premier trimestre, il y a eu une augmentation de près de 30%, ce qui n'était jamais vu avant. Et il faut savoir une chose, c'est que 99% des entreprises défaillantes sont des TPE, des très petites entreprises. Et donc, c'est elles qui subissent une augmentation très importante des défaillances sur ce premier trimestre. Est-ce que ça, c'est la conséquence directe de l'inflation, ou c'est aussi la conséquence du fait que ce n'est pas forcément les entreprises qui ont pris le temps de se structurer et donc, du coup, de pouvoir avoir une espèce de bouclier aussi pour faire face à la conjoncture, un contexte difficile. Bien sûr. Quand je disais à l'instant que pas de matelas de trésorerie, c'est aussi la conséquence de tout ce qui s'est passé avant. C'est-à-dire difficulté d'accès au financement, difficulté d'accès au marché public, donc au chiffre d'affaires, délai de paiement à rallonge. On parle quand même de plus de 200 jours de délai de paiement. Financement, quand je parle de financement, il y a aussi les fonds propres de l'entreprise qui sont extrêmement faibles. Donc tout ça est une combinaison qui fait que effectivement la TPE est une catégorie d'entreprise qui est quand même 95% de notre tissu économique extrêmement fragile. Quand on voit les conséquences, en tout cas les bilans chiffrés de certaines entreprises, de certains industriels, des banques et autres, on voit que le chiffre d'affaires et la marge bénéficiaire est en hausse, est en croissance. Donc on a l'impression en fait que l'inflation a un impact différent, une réalité en fait hétérogène selon la taille de l'entreprise. Est-ce que c'est quelque chose que vous confirmez au-delà du fait qu'ils opèrent dans tel ou tel secteur? Oui, j'allais vous dire ça. Est-ce que la taille de l'entreprise est d'abord l'élément essentiel? Bien sûr que c'est une question de taille, évidemment. C'est une question de rapport de force par rapport au marché. Une très petite entreprise, elle a un pouvoir de négociation qui est extrêmement faible. Elle subit une hausse du coût de ses intrants. Mais est-ce qu'elle a la possibilité de la répercuter après sur ses clients? C'est très difficile pour une petite entreprise. Une grande entreprise, elle a un pouvoir de négociation qui est autre, et donc forcément, elle a beaucoup plus de facilité pour appliquer cette hausse, la répercuter sur ses clients finaux. Est-ce que ça veut dire pour autant ou pas d'ailleurs, Amine Diouri, que les TPE et les PME aussi, même si elles sont plus fragiles, en tout cas moins solides que les grandes entreprises, répercutent aussi la hausse du coût de l'énergie, la hausse des coûts des intrants, des différents intrants, et le fait que les coûts de revient, en tout cas le prix de revient, est beaucoup plus élevé qu'il ne l'était il y a 2-3 ans. Alors, écoutez, c'est extrêmement difficile de tout répercuter. Il faut être clair, on a eu des hausses très importantes du prix des matières premières agricoles, non agricoles. En plus, on a la malchance de subir en même temps la sécheresse qui, d'un point de vue agricole, renchérit les coûts, les produits agricoles, évidemment. Mais après, est-ce qu'on a la possibilité de tout répercuter? Bien sûr que non. Le client final, il ne peut subir qu'une hausse modérée sinon, on casse le marché, on casse les différents marchés. En même temps, aujourd'hui, on est sur des hausses relativement élevées, en tout cas des prix hauts. Oui, mais même si des fois, il y a des baisses, mais elles sont extrêmement légères, comme sur le carburant. Bien sûr, mais je pense qu'effectivement, on n'a
les entreprises n'ont pas répercuté la totalité des hausses qu'elles ont subies. Sinon les hausses sur le marché seraient tellement importantes que le client final, finalement, ne consommerait plus ou consommerait beaucoup moins et donc on verrait des baisses de chiffre d'affaires sectorielles qui seraient extrêmement élevées, ce qui n'a pas été nécessairement le cas. Le marché s'est structuré c'est stabilisé parce que tout simplement, les entreprises n'ont pas répercuté la totalité des hausses qu'elles ont subies. Et donc forcément, qu'est-ce que ça veut dire concrètement? Concrètement, ça veut dire d'accepter de subir des marges beaucoup plus basses. Une entreprise de taille importante, elle peut accepter, elle peut supporter ça. Mais une TPE, non. Quand elle subit une hausse importante de ses coûts, des intrants, et qu'elle ne le répercute pas, sa marge baisse fond. Déjà que pour une TPE, il faut quand même avoir ce chiffre en tête. La marge nette, elle est de l'ordre de 1,5%. Vous prenez 2 points, 3 points d'inflation d'un coup, et ben, votre marge elle devient négative. Vous perdez de l'argent chaque fois que vous vendez un produit, vous perdez de l'argent. Et en plus, vous faites payer à 6 mois. Est-ce qu'il y a des solutions qui ont pu être trouvées par la TPE ou la PME là-dessus, ou est-ce que les politiques, en tout cas les décisions qui ont été prises par le gouvernement de suspendre les droits de douane à l'importation, TVA, intrants, est-ce que ça va permettre, ou ça permet déjà d'ailleurs, aux TPE-PME de souffler un petit peu ou pas du tout? Alors ça permet effectivement de souffler, mais c'est pas ça la réponse, c'est pas ça qui va résoudre le problème, ou en tout cas, il y a un problème quand même structurel sur la compétitivité de nos TPE. Mais de ça, j'avais de vous dire, depuis toujours. Exactement. Bien avant l'inflation. Mais c'est le problème de base. C'est-à-dire qu'effectivement, on apporte un pansement sur un problème structurel, un problème de fond. Effectivement, le sparadrap va soulager temporairement les difficultés que connaissent ces TPE, mais ne va pas les résoudre. Et donc c'est ça, effectivement, il faut travailler sur les problèmes de fond, les problèmes d'accès au financement, les problèmes d'accès au marché public, les délais de paiement, c'est ça les problèmes de fond qu'il faut absolument résoudre pour aider la TPE. Après, effectivement, la question de la fiscalité, elle est extrêmement importante. On fait un pas, et encore, il faudra en discuter, à mon avis, mais c'est peut-être pas l'objet de la discussion, mais la question de la fiscalité, l'IS, le taux unique porté à 20% d'ici quelques années, c'est aussi une vraie question qui se pose pour la TPE. Autant pour les grandes entreprises qui payent plus en termes d'IS, effectivement, c'est une bonne chose, mais il faut se rappeler qu'aujourd'hui, et ça, c'est les chiffres de la DGI qui le disent, les 2/3 des entreprises marocaines font des pertes, c'est-à-dire qu'elles ne sont pas sur ces taux de 20%. Demain, on arrive et on leur dit, bah, écoutez, c'est 20%. Au lieu d'être une progression, un progrès pour ces très petites entreprises, ça risque d'être vu plutôt du côté négatif. On va revenir sur l'accès au financement, effectivement, qui a toujours posé problème. Peut-être que c'était une problématique aujourd'hui plus conséquente, et en tout cas plus importante pour les TPE et les PME. Mais avant cela, Amine, c'est simplement avoir votre point de vue aussi, avis sur la politique publique économique conduite par le gouvernement. Certains réclamaient, et réclament toujours d'ailleurs, un réajustement de la politique économique, une politique économique qui soit beaucoup plus basée sur la demande, soutien à la demande et à la consommation, plutôt que sur l'offre, la production et l'investissement. Est-ce que vous dites-vous aujourd'hui, est-ce que vous considérez qu'effectivement il y a besoin de réorienter un peu la stratégie pour soutenir un peu plus la consommation et la demande ou pas? Écoutez, alors déjà il y a un problème de fond qui est celui du financement de l'État, concrètement du budget de l'État. Et ça, c'est un problème de fond. Et l'État subit un certain nombre de déficits chroniques qui fait qu'il a fait un effort massif en 2020, 2021. Et voilà, il ne peut pas répéter ces efforts à l'infini. Est-ce qu'on le paye aujourd'hui, d'ailleurs, les efforts budgétaires en fait, qui ont été faits pendant la pandémie? Parce que très souvent, en fait, on occulte ça aussi, mais c'est vrai que c'était de l'argent public qui a été distribué, du crédit d'Amen Oxygène et d'Amen Relance aussi qui ont été attribués. Je ne vais pas dire distribués comme ça, mais bon, en tout cas, il y a eu massivement, pas suffisamment pour certains, mais en tout cas, qui ont été distribués. Massivement, oui, on peut le dire. Massivement. Est-ce qu'on n'est pas en train de le payer aujourd'hui? Est-ce que le ménage, est-ce que le contribuable, aujourd'hui, n'est pas en train de le payer? On devait le faire. La question n'est pas de savoir... effectivement, il y a un prix à payer, effectivement. Je pense notamment aux entreprises qui ont contracté des emprunts d'Aman, qui sont obligées de le rembourser avec des taux d'intérêt qui sont plus élevés, surtout si à taux variable, parce qu'il y a un renchérissement des taux d'intérêt, etc. Oui, effectivement, il y a un prix à payer qui est important. Mais on devait le faire à l'époque. Vu l'ampleur du phénomène de la catastrophe qui était le Covid, si on n'avait rien fait, si l'État ne s'était pas engagé massivement comme il l'a fait, les conséquences auraient été beaucoup plus dramatiques. Et donc, heureusement que l'État, à ce moment-là, a su mettre de l'argent public à ce moment-là. Mais en tout cas, sur la politique publique aujourd'hui, le gouvernement, d'ailleurs, l'a clairement dit et assumé, on ne changera pas de cap économique et de cap budgétaire en fait. Parce que ce qui est important pour nous, c'est de maintenir les équilibres macroéconomiques, essentiellement d'ailleurs de compresser au maximum en dessous de 4, 4,2%, 4,5%
le déficit budgétaire et d'assurer suffisamment de devises au niveau de la balance des paiements aussi pour financer nos importations. C'est ça la priorité. Le reste n'est pas forcément prioritaire. Mais effectivement, la problématique, elle est là. C'est-à-dire qu'on essaye d'un côté de réduire au maximum les coûts de fonctionnement de l'État. Très difficile parce qu'on sait que la majorité de ces coûts reposent sur les salaires des fonctionnaires de l'État. Bon, on essaye de voir du côté des revenus, des produits qui rentrent, l'IS, l'IR, etc. Mais le problème, c'est pas de jouer sur les taux, c'est que l'assiette sur laquelle reposent ces revenus de l'État, il est figé. C'est-à-dire, grosso modo, qu'aujourd'hui, au niveau de l'IS, c'est à peu près plusieurs centaines d'entreprises qui payent l'IS, et puis l'IR, c'est quasiment uniquement les salariés du public et du privé qui payent. Et tous les autres, tout l'informel, etc., tout ce qui n'est pas payé de manière intégrale, effectivement, fait qu'on n'a pas de revenus suffisants pour faire justement ce que vous disiez tout à l'heure, c'est-à-dire, l'État, à un moment donné, doit faire un choix. Il a décidé de soutenir les entreprises, parfois, je dirais pas au détriment, mais le choix n'a pas été fait d'aider justement les ménages dans ce moment. Avec de vraies mesures directes, en tout cas. Exactement, mais ça n'a pas été le cas, parce qu'effectivement, on a un budget qui est restreint, il est limité, il faut faire un choix. On a décidé d'aider l'entreprise, puisque finalement, c'est elle qui est le socle de l'emploi et de l'investissement. Et c'est ça aujourd'hui la priorité, c'est de se dire, si on aide les entreprises, forcément, elles vont embaucher davantage, elles vont investir davantage, et tout le monde sera gagnant dans cette histoire. Et de se dire, peut-être que les ménages, effectivement, on les aide, on pourrait les aider directement à travers des mesures d'aide, mais ça va coûter beaucoup d'argent et l'impact au niveau macro ne sera pas nécessairement le même que le fait d'aider les entreprises. C'est un choix qui est fait, je le comprends parfaitement, mais en tout cas, effectivement, c'est dû au fait que nos ressources budgétaires sont extrêmement limitées. Et déjà, d'ailleurs, on a démarré l'année une fois de plus avec un déficit, avec un budget qui est déjà déficitaire. Ça, on l'oublie d'ailleurs dans la loi de finances. Mais ça veut dire, donc, Amine, moi, simplement essayer de comprendre aujourd'hui, oui, effectivement, sur le financement, l'accès au financement qui a déjà toujours été extrêmement difficile au même titre que l'accès d'ailleurs au foncier. Il y a une politique économique, le gouvernement qui dit, moi, je maintiens mon cap économique et la politique budgétaire, l'investissement public, le soutien en tout cas aux entreprises et pour capter le plus d'investissements possible. Mais en même temps, on a une politique monétaire qui est à contresens, puisqu'il y a eu la décision une fois de plus, il y a quelques semaines de remonter le taux de crédit, le taux monétaire. Donc aujourd'hui, impact pour l'entreprise aujourd'hui, est-ce qu'il y a déjà un impact direct sur le renchérissement des crédits pour la TPE, pour la PME, dans le secteur industriel ou qui veut investir en matière d'équipement ou s'équiper en matière de technologie? Bien sûr que c'est un impact direct. Maintenant, l'augmentation des taux d'intérêt bancaires, c'est pas simplement propre au Maroc, c'est un phénomène mondial dû à l'inflation, justement. On constate que les prix augmentent et que... Alors après, l'idée derrière tout ça, pourquoi on augmente les taux d'intérêt? C'est de se dire... en augmentant le prix des taux d'intérêt, le prix de l'argent finalement, on freine justement la consommation, on freine l'emprunt et donc on freine la consommation. Mais on freine le crédit aussi aux entreprises, c'est ça? Mais c'est justement ça, c'est la première étape, on freine déjà l'octroi de crédit aux entreprises, donc on freine la consommation et donc forcément ça doit faire ralentir. Le problème c'est que je pense pas, après je suis pas non plus un expert, mais je fais référence notamment aux propos du directeur du HCP qui pensait lui que cette augmentation des taux d'intérêt n'aurait pas d'impact direct sur l'inflation, puisque c'est autre chose qui crée l'inflation aujourd'hui. C'est pas dû à un problème d'offre et de demande, c'est effectivement autre chose qui... Certains considèrent d'ailleurs que la quantité d'argent, en tout cas, qui a été attribuée et ventilée lors du Covid est aussi à l'origine, et donc il y aurait aussi une inflation qui aurait des origines et une racine monétaire. Pas sûr. Après, les débats divergent là-dessus. Ouais, non, là-dessus. Après, il faudrait, je pense, parler avec un expert monétaire, mais je suis pas certain que l'origine de nos problèmes d'inflation et après ces répercussions sur les taux d'intérêt soient d'origine monétaire. Je pense sincèrement pas. En tout cas, la politique monétaire adoptée aujourd'hui, avec une remontée des taux d'intérêt, pour vous, c'est... Par contre, oui, c'est un impact. PME, TPE. Ouais, tout à fait. C'est un impact direct. Je vais vous dire un exemple très concret. Les entreprises, les TPE qui ont contracté un prêt d'Aman, un crédit d'Aman il y a 2 ans de cela, aujourd'hui, surtout si elles sont sur des taux d'intérêt qui sont variables, et ben forcément, il y a un renchérissement du coût des crédits, et donc forcément, ce qu'elles payent aux banques va coûter beaucoup plus cher. Et donc, ça veut dire de la trésorerie qui sort du compte en banque de l'entreprise, et donc forcément contribuer à le fragiliser davantage. C'est pas forcément le bon contexte, c'est pas le bon moment pour renchérir le coût du crédit, sachant que derrière, on a dit...
des chiffres d'affaires qui sont un peu en difficulté, des marges qui se réduisent, des charges financières qui augmentent, tout ça, et des délais de paiement qui derrière font que vous encaissez de plus en plus tardivement, tout ça, effectivement, c'est pas bon pour la trésorerie d'une entreprise. Et donc, contribue à les fragiliser davantage. C'est ça la conséquence. Mais selon vous, Amine, est-ce qu'il y a, je ne vais pas dire une solution miracle en tout cas, une marge de manœuvre en tout cas pour les pouvoirs publics, pour le gouvernement, en tout cas pour mettre en place des dispositifs ou en tout cas des mesures qui soient orientées TPE-PME pour qu'elles puissent un petit peu souffler. Qu'est-ce qui pourrait concrètement être fait dans la conjoncture, le contexte dans lequel on est? La question, en fait, je reviens à la question que vous posiez précédemment, parce qu'en fait, là, on a fait une petite digression par rapport au coût de l'argent. Oui. Mais la vraie question, c'est l'accès au financement des TPME, qui est aujourd'hui très faible, notamment pour les TPE. Concrètement, comment on fait pour que plus de très petites entreprises aient accès au financement bancaire? C'est ça, parce que quand une entreprise a des difficultés, elle va voir son banquier et il va lui demander un certain nombre de garanties qu'elle ne peut pas donner. Et aussi parce que, à la base, cette entreprise, après les chiffres le montrent très clairement au niveau de la data, c'est qu'elles sont très souvent sous-capitalisées. Donc le banquier est obligé de demander des garanties supplémentaires. Bon, ok. Mais c'est aussi un problème de data aussi, l'accès au financement, parce que aujourd'hui, on n'a pas suffisamment d'informations sur l'entreprise, sur la très petite entreprise, pour justement élargir le marché. Les banquiers sont assez frileux. C'est effectivement leur métier, c'est pas de prêter à tout va, c'est de prêter à des entreprises qui sont suffisamment bien capitalisées et sur lesquelles ils ont suffisamment de visibilité, ce qui n'est pas aujourd'hui le cas. À part les PME, les ETI, les grandes entreprises, sur lesquelles on a beaucoup d'informations, les TPE, c'est très difficile. Et donc, l'idée... alors je parle d'un exemple concret là, par exemple, c'est le cas des crédits de bureau. Oui. Du bureau, c'est avoir davantage d'informations sur les entreprises. Aujourd'hui, c'est de l'information bancaire qui circule. Demain, avec la nouvelle loi, les crédits de bureau pourront aller chercher de l'information auprès de nouvelles sources d'information, l'électricité, le téléphone, et justement voir si une personne physique ou morale, bon payeur, mauvais payeur, et en fonction de ça, donc faire des croisements. Effectivement, faire du croisement d'informations, et donc permettre aux banques d'avoir une meilleure visibilité sur les entreprises, sur les personnes physiques, et donc de faciliter l'accès au financement. C'est aussi ça l'idée Est-ce que ça peut être la solution dans un environnement aujourd'hui marqué par une politique monétaire restrictive? Non. Je me dis, est-ce que c'est le bon timing? Est-ce que c'est le bon contexte? En tout cas, pour moi, le crédit de bureau, en tout cas, ce qui est en train d'être fait, ce sera toujours le bon moment. C'est-à-dire, on apporte un outil supplémentaire aux banques pour permettre justement l'accès au financement. Donc, pour moi, ce sera toujours le bon moment de le faire. Que ce soit un contexte de crise ou un non ou pas, il faudra toujours le faire. Après, effectivement, le coût du crédit qui serait renchéri, etc. Ça, effectivement, mais ça, malheureusement, tout le monde le subit, pas simplement les TPE. On voit aujourd'hui les impacts au niveau du financement de l'immobilier qui subit ce rééchelonnement, la hausse en tout cas du taux d'intérêt. Et donc forcément, ça a un impact sur un certain nombre de secteurs qui voient la demande s'écrouler. Parce qu'en même temps, il y en a qui considèrent, Amine, que c'est pas le renchérissement du coût du crédit qui pose problème, c'est l'inconnu, c'est l'incertitude, c'est le fait que la gestion de l'inflation par les décideurs, c'est pas trop où est-ce que jusqu'où ça peut aller, vous voyez. Donc c'est beaucoup plus ça qui pose problème en fait aux dirigeants d'entreprises PME TPE que le reste, que le renchérissement du coût du crédit. Non, vous savez, là c'est un autre problème, parce que là jusqu'à présent on était plutôt sur la gestion du BFR. Ouais. Là on est sur la question de l'investissement, donc une vision beaucoup plus long terme. Effectivement, quand on est sur un investissement long terme, on regarde plusieurs choses. Effectivement, il y a la taille du marché, il y a les perspectives moyen-long terme. Effectivement, là c'est un peu le flou total, c'est-à-dire que aussi bien à l'international que sur le marché local, on a peu de visibilité sur ce qui va se passer à 6 mois, 1 an, etc. et l'impact que ça peut avoir sur le consommateur final. Donc, évidemment, ça joue. Après, il y a l'idée du coût du financement, parce que quand on évalue un projet, il faut le financer. Il y a les fonds propres, il y a de la dette. Effectivement, aujourd'hui, les fonds propres, pour les PME, les grandes entreprises, ça ne doit pas poser trop de problèmes. Et puis l'aspect au financement bancaire, qui là, effectivement, va coûter plus cher. Et on a vu depuis 3 ans, il suffit de regarder l'évolution des courbes du crédit investissement et crédit trésorerie. On a vu clairement que la courbe qui a le plus augmenté, c'est celle des crédits de trésorerie. L'investissement a stagné, voire légèrement baissé. Parce qu'effectivement, l'impact de notre environnement qui est très flou, très incertain, a découragé un grand nombre d'entreprises d'investir. Ils se disent tous, effectivement, le marché, il n'est pas là.
La vision à moyen long terme, elle est extrêmement floue. Mes marchés à l'international, pareil. Donc, je préfère garder mon argent, je finance mon BFR et on verra plus tard pour l'investissement. Donc, les financements aujourd'hui, PME, TPE, c'est essentiellement en tout cas pour ceux qui ont la chance d'obtenir un crédit, d'avoir un accès au financement, c'est essentiellement pour la trésorerie. C'est pour le BFR, beaucoup plus que pour l'investissement. Effectivement, mais les chiffres de BAM. Et ça, est-ce que ça risque de durer ? Est-ce que c'est une courbe qui risque de durer? D'autant plus que le gouvernement, vous avez vu, le pouvoir public aussi mis en place une nouvelle charte de l'investissement. Il y a aussi un nouveau véhicule financier, investissement, qui est le Fonds Mametis pour l'investissement productif. Donc voilà, il y a une temporalité qui fait que en fait, ce qui est mis en place aujourd'hui n'est pas forcément dans le bon timing avec les attentes du marché. Je pense qu'on ne verra pas d'inversion de ces courbes à moyen terme, en tout cas, court-moyen terme, pour une raison très simple. Aujourd'hui, quand vous parlez de TPM, il faut être concret. Un dirigeant, il est confronté à des problématiques de paiement. Aujourd'hui, il vend et il a beaucoup de mal à recouvrer. Et c'est ça qui fait son cash, sa trésorerie. Il n'a pas de problème pour vendre, il a des problèmes pour se faire payer. Effectivement. Quand il a des problèmes de trésorerie, il a du mal à embaucher puisqu'il n'a pas de trésor pour embaucher. Il a du mal à investir, il n'a pas d'argent pour investir, il n'a pas de fonds propres pour son projet. Donc, il faut déjà commencer par régler cette question de BFR, de trésorerie, avant d'envisager, avant de se dire, ok, j'ai plus de problème de trésorerie, je peux embaucher pour mon projet, je peux investir, et là j'ai la vision qui est claire, et là à ce moment-là, je peux investir et je peux aller voir mon banquier, j'ai un projet concret à lui présenter. Mais tant qu'on n'aura pas réglé, à mon avis, c'est mon avis personnel là-dessus, mais tant qu'on n'aura pas réglé cette question d'amélioration du cash, de la trésorerie, et à travers la question des délais de paiement, on restera toujours dans ce cercle. Le cash en circulation, il est en croissance. Oui. Vous avez vu les derniers chiffres aussi. Ouais. Et délai de paiement, il y a une loi aujourd'hui, il y a un cadre juridique en tout cas, qui est effectif depuis janvier, avec des pénalités qui sont prévues de 3% et puis de 1% pour chaque mois supplémentaire. Est-ce que ça aujourd'hui, ça donne quoi sur le terrain pour les entreprises? Est-ce que c'est quelque chose qui permet de se prémunir en tout cas des délais de paiement à rallonge ou ça n'a rien changé? Alors déjà, difficile de parler au présent parce que c'est une loi qui vient à peine d'être votée. Depuis janvier, elle est effective, a priori. Oui, mais je veux dire, les premières déclarations ne se feront que l'année prochaine. D'accord. Donc là, effectivement, on aura une idée plus précise des retards engendrés provoqués par les entreprises, les pénalités payées, combien ça a généré d'argent pour l'État à travers ce que la DGI va récolter. Donc on aura une idée un peu plus claire l'année prochaine. Après, sur la philosophie même de la loi, vous savez certainement, la question des délais de paiement, c'est un peu mon dada depuis un certain nombre d'années. Complètement. Et je pense qu'effectivement, par rapport à la philosophie de cette loi, on est dans le bon sens. Ouais. On est dans le bon sens parce qu'avant, je le disais très souvent, on laissait un client et un fournisseur, une petite entreprise, une grande entreprise face à face. Évidemment, la question du rapport de force était très favorable à la très petite entreprise. Donc les pénalités qui étaient prévues n'étaient jamais appliquées. Donc les différentes lois 2011-2016 n'ont servi strictement à rien, il faut être clair. Maintenant, on change de paradigme, on rajoute une tierce partie qui est l'État. Et on l'a vu dans un certain nombre de pays, notamment en France, quand l'État rentre dans l'équation, ça devient tout de suite beaucoup plus efficace. Parce que l'État, il a ses propres moyens, il a ses contrôleurs, il a un pouvoir de sanction qui est nettement plus élevé qu'une TPE qui fait 3 millions de dirhams de chiffre d'affaires. Donc forcément, on voit que l'impact, il est visible. Après, effectivement, ça va être une question de contrôle sur le terrain, mais j'ai lu un certain nombre de choses par rapport à la DGI qui était prêt à mobiliser un certain nombre de ses ressources justement pour aller par la suite contrôler si effectivement la loi était bien appliquée, si les déclarations qui devaient être faites seraient faites de manière concrète, mais en tout cas sur la philosophie, je pense qu'on va dans le bon sens. Sauf que certains considèrent, parce qu'effectivement on n'a pas de data précise, vous avez dit il faut avoir un peu plus de recul, au moins toute l'année 2023, et puis on va commencer à voir un peu les effets de cette nouvelle loi sur les délais de paiement qui se veut un acte meurtrier en tout cas pour les entreprises en matière de mortalité. Est-ce que c'est la bonne séquence? Est-ce que c'est le bon timing? Est-ce que c'est le bon moment aussi en même temps? Considérant qu'aujourd'hui, inflation oblige, de dire à une entreprise, d'obliger en tout cas une entreprise à devoir payer des pénalités parce qu'elle n'a pas honoré ses engagements en matière de règlement, il y a peut-être des hésitations et des choses qui se font aujourd'hui. Déjà que l'entreprise est pénalisée parce qu'elle n'a pas par une trésorerie plombée et par un carnet de commande où elle n'a pas forcément de visibilité. Si en plus on renchérit ça par des pénalités, est-ce que du coup on n'est pas en train de, quelque part, d'accentuer le cycle de défaillance de l'entreprise? La question peut se poser, mais malheureusement, je suis d'accord avec vous que ça aurait dû être fait bien avant, c'est-à-dire avant 2020.
Parce que 2020, effectivement, toute la séquence de crise qu'on a connue, c'est clair que le timing était difficile. Mais à un moment donné, il fallait le faire. C'est vraiment lié, c'est notre environnement des affaires qui est aujourd'hui plombé par cette question des délais de paiement. Il faut être honnête là-dessus. Il faut absolument la régler à un moment ou à un autre. Peut-être que la séquence n'est pas bonne. Effectivement, on est en pleine crise. Mais il faut le faire. Il ne faut pas attendre que ça aille mieux et on ne sait pas quand est-ce que ça ira mieux. Et donc, il faut le faire, quoi qu'il arrive. Et donc, il était important de le faire maintenant. Mais en même temps, bon, pour l'instant, effectivement, on n'a pas de data, pas de tendance, mais il y en a qui considèrent qu'à un moment, il y avait la DG, effectivement, qui multipliait les contrôles fiscaux aussi, avec un regard aussi assez pointu sur les délais de paiement, parce qu'ils s'étaient interpellés déjà là-dessus par les dirigeants. Et puis certains considèrent qu'aujourd'hui, en fait, il y a une pause qui a été faite. Parce que pour faire souffler un peu l'entreprise et pour ne pas lui remettre une pression supplémentaire sur déjà l'état de santé dans lequel elle se trouve. Non, je comprends, mais on a toujours de bonnes raisons pour payer tardivement son fournisseur. On a toujours de très bonnes excuses. Je suis d'accord que le contexte est difficile, je suis d'accord que beaucoup d'entreprises... Mais il faut penser aussi aux très petites entreprises, la majorité de nos entreprises aujourd'hui, qui souffrent de délais de 200 jours, de 220 jours. Celle-là, effectivement, on n'est pas dans les mêmes rapports de... Je peux comprendre qu'en France, quand on a des retards de paiement moyens de 13 jours, avec la crise, ça passe à 15 jours, 20 jours, pas de problème. Mais quand on est déjà 200 jours, 220 jours et qu'on dit il faut laisser souffler les... Ça n'a pas bougé, Amidjouri. Est-ce qu'on est toujours sur un trend, selon vous, de 200, 220 jours de délai de paiement en valeur aujourd'hui? On est en mai. Alors, je vous dis effectivement en exclusivité, parce que je viens de finir l'étude sur les délais de paiement 2021, en tout cas sur les derniers chiffres disponibles. Il y a eu une baisse très légère des délais de paiement, mais on reste toujours au-delà de 200 jours. Après, il faut considérer que 2020 avait été une année exceptionnellement difficile. Donc forcément, on peut comprendre que dans un cas de Covid, tout le monde gardait son argent un petit peu toutes les entreprises gardaient son argent un peu pour soi et payaient de plus en plus tardivement. Après la crise, c'est un peu estompé, on est passé à autre chose. Effectivement, on a vu un desserrement de ces délais de paiement en 2021. Le problème, c'est qu'on reste toujours à des délais très élevés. 220 jours, c'est de l'asphyxie, totale pour une TPE. Est-ce qu'on peut imaginer, donc, du coup, ce que personne bien sûr ne souhaite, c'est que si ce cycle inflationniste perdure, en tout cas, on dit qu'il pourrait encore être présent lors du deuxième semestre 2023, on ne pourrait pas se débarrasser en tout cas de cette inflation avant 2024, 2025. Est-ce que ça veut dire aussi que ça devrait aussi, ces délais de paiement, cette question de délais de paiement et des retards pourrait aussi perdurer? Parce que c'est ça le vrai sujet. Et donc du coup, et de faire un constat annuel chaque année, voilà, il y a des défaillances dans l'entreprise aussi, et pour dans 70% des cas, voire 80% des cas, c'est les délais de paiement à rallonge. Oui, tout à fait. Et puis les chiffres sont clairs là-dessus. 40% des défaillances sont dues à des retards de paiement. Un peu plus aujourd'hui dans le contexte tel qu'il est. Maintenant, il faut décorréler la question de l'inflation et la question des délais de paiement. Parce que si à mon avis, en liant les deux, on occulte le fait que c'est un problème structurel qui était là bien avant la question de l'inflation. Et que donc. Il n'y a pas eu un effet d'amplification et d'amplitude avec l'inflation? Bien sûr qu'il y a eu un effet d'amplitude. Mais parce que c'est la conséquence. En fait, les délais de paiement, c'est un peu la conséquence de tout ce qui s'est passé. C'est-à-dire concrètement, moins de chiffre d'affaires, l'inflation, donc moins de marge, moins de trésorerie. Et donc, je paye plus tardivement mon fournisseur. Et donc, forcément, des délais qui s'allongent. Mais à un moment donné, effectivement, l'inflation ne doit plus être une excuse. Parce que, après, les excuses, on en entend plein. Alors, il y a un problème culturel au Maroc qui fait que, on a l'argent, mais on ne paye pas parce que c'est comme ça. Au Maroc, ça fonctionne comme ça. Et dans les pays du Sud, ça fonctionne comme ça. Et puis, il y a l'inflation. Et puis, il y a d'autres problèmes. Mais oui, les problèmes, ils existent toujours. Mais la question d'honorer les factures qui sont dues, ça pour moi c'est un problème de fond structurel. On n'a pas d'excuse à se cacher derrière toujours une conjoncture difficile. Améliorer, est-ce qu'il serait souhaitable selon vous que le gouvernement remette une couche là-dessus? Est-ce ça peut être envisageable de dire qu'il durcisse un peu le ton en disant il y a une loi, même si elle est progressive, mais effectivement ces délais de paiement aussi pour faire circuler beaucoup plus le cash, il est nécessaire donc du coup parce qu'il ne s'est pas encore exprimé là-dessus, il dit rien là-dessus. Certains disent mais s'il s'exprime là-dessus, ça va être complètement déplacé et très mal perçu. Donc du coup. Bon, renforcer, taper davantage sur les entreprises. Je pense que c'est pas. Alors là, par contre, pour le coup, je dirais que c'est pas nécessaire de le faire maintenant. La loi est largement suffisante si on l'applique réellement, avec des contrôles, avec le name and shame, parce que finalement c'est ça qui va se passer à un moment donné. L'année prochaine, on aura une liste d'entreprises qui payent mal, elle sera transmise à l'Observatoire des délais de paiement. Il y aura une première liste d'entreprises qui sera pas placardée, mais qui sera visible en tout cas.
Et donc forcément, l'entreprise qui paye mal, elle verra son nom un peu en haut de la fiche. Donc c'est pas très bon pour sa communication externe. Et donc forcément, déjà, je pense que déjà voir les effets de ça, ce sera pas mal. Je pense pas qu'il soit nécessaire d'aller très très loin, comme en Chine par exemple, où tu payes pas ton entreprise, tu payes pas on t'appelle au téléphone et on te harcèle tous les jours pour te dire paye, et ça constamment. Tu peux pas prendre les transports si tu es un mauvais payeur. Pas besoin d'aller jusque-là. Mais nous, le vrai sujet, en tout cas pour la TPE, PME, vous l'avez évoqué d'ailleurs précédemment, Amine Gouiri, c'est l'accès au financement et l'accès à la commande publique. Oui. Est-ce que aujourd'hui, il ne serait pas souhaitable aussi si effectivement, le gouvernement, de toute façon, ne peut pas taper encore plus sur les entreprises qui n'honorent pas les règlements dans les délais impartis? Mais est-ce qu'il ne serait pas de rigueur aussi de dire, voilà, le quitus pour accéder à la commande publique, il faut montrer le quitus aussi en matière de délai de paiement? Oui, tout à fait. Voilà, je me dis, est-ce que là je ne sais pas, qu'est-ce qui pourrait empêcher l'exécutif, selon vous, de prendre ce genre de décision? Non, tout à fait. Ça peut être une mesure, c'est une mesure très intéressante qui obligerait les entreprises, comme on l'a fait à un moment donné pendant la crise Covid, Daman, pour accéder aux prêts bancaires, il fallait montrer qu'on allait payer déjà et qu'on était déjà plus ou moins un bon payeur. Et on l'a fait en temps de crise, il faut le faire en temps normal. Et effectivement, la commande publique est un bon moyen aussi d'obliger les entreprises à le faire. Après, il faut se rappeler que la commande publique, aujourd'hui, ça concerne très très peu de TPE. Donc aujourd'hui, l'essentiel du business TPE, il est interentreprise privée. C'est-à-dire une TPE qui travaille avec une PME privée, qui travaille avec une grande entreprise privée. Donc la commande publique n'est pas nécessairement le meilleur moyen de mettre la pression. Le prêt bancaire, oui. De montrer un quitus, vous voulez un prêt bancaire, ok, pas de problème. Mais montrer déjà que cet argent, il va servir à payer vos fournisseurs, et deux, que vous êtes déjà un bon payeur. Autre sujet aussi qui intéresse en tout cas par rapport à cette inflation, il y a tout un débat d'ailleurs qui est mondialisant là-dessus. C'est sûr aussi pour le dirigeant, voilà, il a aussi des salariés, il a des compétences qu'il souhaiterait garder, en tout cas a priori, mais ces compétences-là sont touchées de plein fouet par l'inflation. Oui. Et donc le sujet aussi de amortir l'inflation en revalorisant les salaires. Est-ce que c'est quelque chose aussi qui se pose, selon vous, aux dirigeants d'entreprise, de PME et de TPE là-dessus? C'est parce qu'il y a une perte de pouvoir d'achat, et que du coup, voilà, c'est un sujet aussi sur la table des dirigeants. Oui, alors là aussi, c'est vrai que c'est une question qui est extrêmement difficile, en grande partie pour l'entreprise, parce qu'on l'a dit, aujourd'hui, elle subit un certain nombre de pressions. Les marges se dégradent, elles ont des trésoreries qui sont de plus en plus faibles, et on leur demande de financer une augmentation de salaire. Très difficile dans le contexte actuel. Et puis de l'autre, il y a un problème qui est lié effectivement au contexte. Moi, je pense notamment aux informaticiens qui sont sollicités, notamment les Marocains, qui sont sollicités un peu partout, depuis partout dans le monde. Donc forcément, pression à la hausse sur les salaires. Et donc les entreprises marocaines doivent se battre avec des entreprises internationales pour conserver des ressources locales. Et donc là aussi, c'est extrêmement difficile de s'aligner avec des entreprises françaises occidentales qui vont proposer des salaires beaucoup plus élevés à des ingénieurs qui sont parfois encore localisés, parce qu'avec le télétravail, ils travaillent depuis le Maroc, mais ils sont sollicités par des entreprises étrangères. Et donc forcément, ça crée une inflation sur les prix, sur les salaires que les entreprises marocaines, en tout cas les plus petites d'entre elles, auront du mal à financer. Ça, c'est des cas spécifiques, mais ça existe. Après, comme je l'ai dit, sur le cas général, une augmentation des salaires, pour l'entreprise, aujourd'hui, dans le contexte actuel, ça va être très difficile, effectivement, de le financer. Mais parfois, ça peut être une question de vie ou de mort aussi pour une entreprise qui doit réinventer son modèle économique. Bien sûr. Et de revoir aussi sa politique aussi salariale, revoir peut-être des marges aussi qui étaient peut-être plus importantes. Il y a peut-être certaines entreprises qui sont habituées à des marges confortables et que peut-être il va falloir s'habituer avec des marges moins confortables aussi et d'investir beaucoup plus sur le capital humain et sur les compétences. Est-ce que c'est pas ça qui est en jeu aussi? Bien sûr, mais oui. Je pense que la question, elle n'est pas sur les salaires, elle est sur les compétences en amont, c'est-à-dire la formation des personnes qui entrent sur le marché du travail. Effectivement, il y a des questions qui se posent en termes de productivité, en termes de compétences, et je pense que le vrai problème aujourd'hui de nos entreprises, et il se situe surtout là, c'est de recruter des personnes qui ont le background suffisant, qui ont un savoir-faire technique, mais aussi comportemental, parce que quelqu'un qui ne sait pas parler, aussi ça crée des problèmes en interne. Donc, difficulté à recruter. Après, le salaire est une autre question. Quand on trouve une bonne ressource et qu'on veut recruter, et que le salaire est extrêmement élevé parce que justement c'est une ressource rare, mais voilà, et donc le salaire qui demande est extrêmement élevé, ça pose aussi des problèmes. Alors que dans d'autres pays où justement cette main-d'œuvre
bien formée, compétente, qui a un savoir-faire, qui sait parler, qui a des compétences techniques, fait que tu peux en trouver beaucoup. Donc les salaires n'augmentent pas dès que tu trouves les compétences. Et c'est aussi une vraie question qui se pose aujourd'hui, je pense, pour les ressources humaines de nos entreprises. Et le capital humain dans l'entreprise. Et tout ce qui est nouvelles technologies, ChatGPT, parce qu'on dit que ça va aussi bouleverser, alors je ne sais pas si vous avez un point de vue vous là-dessus, en tout cas au niveau des entreprises, qu'il va falloir aussi, parce que je crois que vous avez, dans une de vos déclarations il y a quelques mois, vous disiez la non-adaptabilité, en tout cas le retard pris par certaines entreprises à investir dans l'équipement technologique et à se digitaliser, ça complexifie encore plus, en tout cas les problématiques et les difficultés du monde de l'entreprise. Parce que là, tout ce qui se passe aujourd'hui entre repositionner le capital humain à l'endroit et l'utilisation intelligente et intelligible des nouvelles technologies, est-ce que c'est ça aussi les défis de l'entreprise? Alors, la question des nouvelles technologies, de ChatGPT particulièrement, c'est vrai que c'est un sujet qui est complexe. Autant sur le côté technologie, je trouve ça absolument génial, un bond technologique fantastique. Après, ça pose beaucoup de questions pour l'entreprise. Quand quelqu'un à l'intérieur de l'entreprise utilise ChatGPT concrètement, c'est des informations qui sont collectées par l'entreprise, par cette entreprise-là, sur beaucoup d'entreprises dans le monde. Il y a des problèmes de confidentialité, il y a des problèmes d'éthique, il y a des soucis d'éthique. Des problèmes d'éthique, mais pas simplement. C'est des stratégies de l'entreprise qui sont confiées à ChatGPT et qu'elle collecte. Donc ça pose des vrais problèmes. Et c'est pour ça aussi qu'aujourd'hui, des pays comme l'Italie, par exemple, ont interdit l'utilisation massive de ChatGPT. Parce qu'effectivement, il y a des questions qui se posent. Après, l'autre problème qui se pose, à mon avis, c'est les métiers qui vont disparaître parce qu'ils seront remplacés. Quand on voit que des métiers, on parle d'avocats, de journalistes, de comptables. La prochaine fois que vous viendrez dans l'Info en face Matin TV, ce ne sera pas forcément moi, ce sera peut-être un robot, Amine Diouri. J'espère pas. Mais oui, ça pose beaucoup de questions là-dessus. Est-ce qu'on a envie de ce monde-là? Moi, je ne suis pas certain. J'ai envie de parler à un humain, justement. J'ai envie de parler à Rachid, pas à un robot. Il y a un robot qui pourrait éventuellement s'appeler Rachid aussi. Le coût à payer de l'inflation alors pour la TPE, la PME, la TPME, est-ce que c'est, vous l'avez dit, il y a l'inflation de toute façon sur les intrants, sur les facteurs de production, sur l'énergie, essentiellement. Est-ce que tout ça en fait qu'aujourd'hui ronger sur ses marges, l'entreprise peut encore le faire, même si on a vu qu'il y a encore des défaillances qui sont en hausse. En tout cas, on l'a vu pour 2022 avec des perspectives aussi pour 2023. Ronger davantage, prendre sur les marges, très difficile, voire quasiment impossible. Je vous l'ai dit, une marge qui est quasiment nulle. Chaque point d'inflation supplémentaire, c'est des points de marge en moins. Donc là, on est rentré dans la zone rouge, la zone négative. Donc concrètement, c'est ça. Chaque point d'inflation, c'est de la marge en moins pour l'entreprise. Au bout d'un moment, la tension qui va peser sur l'entreprise va devenir de plus en plus forte. C'est-à-dire, concrètement, vous vendez pour 100, vous êtes payé 6 mois après, et en plus, ce que vous récoltez, en fait, ça ne suffit pas à couvrir vos charges. Donc vous perdez de l'argent sur chaque produit vendu. Ça commence à devenir un peu compliqué. Donc, à un moment donné, effectivement, et la seule façon de vivre, c'est déjà, l'inflation, c'est pas quelque chose qu'on maîtrise. Donc, dire qu'on va mettre stop à l'inflation, je ne sais pas qui est capable de faire ça concrètement aujourd'hui. Personne encore, en tout cas aujourd'hui. Donc, la seule chose qu'on peut apporter aux entreprises, c'est l'accès à du financement, de la trésorerie. Alors, déjà, la trésorerie via un argent qui rentre plus tôt, via les délais de paiement, et puis il y a le financement. Faciliter l'accès au financement des entreprises, justement pour qu'elles aient de la trésorerie pour pouvoir supporter cette charge qui pèse de plus en plus. Après, effectivement, il faudra réfléchir à un moment donné à comment on fait pour réaugmenter les marges, les taux de marge de ces entreprises qui sont aujourd'hui extrêmement faibles. Donc, ce qui serait malvenu, Amine Diouri, juste pour conclure, c'est une nouvelle hausse du taux d'intérêt, du taux directeur dans les prochaines semaines? Parce qu'il y a un conseil monétaire qui va se dérouler dans un mois et demi. Effectivement, c'est pas nécessairement la meilleure nouvelle. 3% aujourd'hui. Non, c'est certainement pas la meilleure nouvelle qui va arriver pour les entreprises de manière générale. Un réenchérissement du coût du crédit très mauvais pour la trésorerie de nos entreprises. Merci infiniment à vous, Amine Diouri. Merci. C'est toujours un plaisir. Pour moi aussi, c'est un plaisir. Je rappelle, directeur des études et responsable du programme Don't Trade à InfoRisk. Oui. Bonne chance à vous et puis à très bientôt. À bientôt.